أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وآل محمد. L'observation du hilal, l'observation de la nouvelle lune ou du croissant lunaire. Et donc aujourd'hui, la présentation est adressée au tout départ à ceux qui souhaitent aller observer cette nouvelle lune, le croissant lunaire pour établir le nouveau mois lunaire. Et c'est également aussi adressé au grand public afin qu'ils comprennent comment est structuré, on va dire, ce type de discussion et surtout qu'ils puissent comprendre les différentes notions, même de façon générale. Alors, au niveau du plan de notre discussion, nous allons en fait répondre à 5 questions. La première question, pourquoi observer le hilal? La seconde question, comment peut-on établir le début du mois lunaire? Et nous allons nous baser dans cette présentation sur les avis juridiques de Sayyid Sistani. Troisième question, que signifie l'horizon commun, ishtirak al-ufuq, selon Sayyid Sistani? Quatrième question, comment observer le hilal sur le terrain? Quelles seront les étapes concrètes pour arriver à observer le croissant lunaire? Et cinquième et dernière question, en quoi les savants divergent-ils dans l'acceptation du hilal? Alors, étant donné que la discussion sera par moment technique, elle sera aussi longue, nous avons prévu 90 minutes, 1h30, je vais vous proposer de scinder la discussion, la présentation en 2 parties. Donc, nous allons tout d'abord aller pour 40-45 minutes maximum. Et ensuite, nous allons nous reposer 5 minutes, le temps de nous rafraîchir et reprendre pour la seconde partie. Ça nous permettra de mieux comprendre et de mieux assimiler les différents concepts. C'est parti. Les premières questions, ou la première question, elle est simple. Pourquoi observer le hilal ou quelle est l'importance de cette discussion? C'est simple. Au tout départ, et ce qui est le plus important dans le monde musulman, c'est d'établir le début du mois de Ramadan, parce que c'est le mois du jeûne, et nous allons vous faire part d'un verset coranique qui indique l'importance de voir la lune. Il faut aussi savoir quels sont les jours du Eid, les 2 jours de la Eid. Pourquoi? Parce qu'il est interdit de jeûner et il y a aussi d'autres jours où il est interdit de jeûner. Je ne vais pas vous donner plus d'indications pendant la pause si on a le temps. C'est à vous que je vais poser cette question. Quels sont ces autres jours où il est interdit de jeûner? Troisième point pour lequel nous avons besoin d'observer le hilal, c'est pour établir les jours du Hajj, parce qu'il faut être à Arafat le 9 Dhul-Hijjah et à Mina pour performer et accomplir les actions du Hajj le 10 Dhul-Hijjah, le jour de la Eid. Et enfin, quatrième raison qui nous oblige à aller observer le hilal, c'est le diya. Le diya, c'est la compensation du sang en cas d'accident ou d'homicide. Et lorsque nous sommes pendant les mois où la guerre est interdite, les 4 mois où la guerre est interdite, Rajab, Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah et Muharram, le prix du sang, la diya, est majoré d'un tiers. Donc, lorsqu'on aura établi le nouveau mois lunaire, les 4 mois que je viens de citer, à ce moment-là, il y aura un changement dans le paiement de la diya. Au niveau donc du mois de Ramadan, nous avons 2 textes importants qui indiquent la nécessité de voir la lune. Le premier texte, c'est le verset 185 de la sourate Al-Baqarah. Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan, faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Donc, le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu et révélé comme guide pour les gens, est preuve claire de la bonne direction et du discernement. Quiconque d'entre vous verra la lune, alors qu'il jeûne durant ce mois. Le verset est quand même assez clair. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Nous avons un hadith
qui nous a été relaté du cinquième imam, qui se trouve dans Al-Kafi, volume 4, page 77. إذا رأيتم الهلال, prenez quand même, soyez attentifs sur le sens de ce hadith. L'imam nous dit إذا رأيتم الهلال فصوموه وإذا رأيتموه فافطروا وليس برأي ولا بالتظني ولكن برؤيا. Donc l'imam nous dit si vous voyez la lune, donc il s'agit d'observer la lune, alors jeûnez. Donc ça établit, on va dire la première vue établit le début du mois de Ramadan, donc nous devons jeûner. Et si vous la voyez, alors, donc ici aussi on parle de voir, alors rompez le jeûne, donc lorsqu'on établit la lune et qu'on a vu la lune du mois de Shawwal, alors il faut arrêter de jeûner. Il ne s'agit pas d'opinion ou de pressentiment ou de conjecture ou de quelque chose où il n'y a pas de certitude. Donc, il faut absolument la voir et avoir certitude. Donc, il s'agit bien de la vue. On avance. Deuxième question, comment peut-on établir le début du mois lunaire? Et là, selon Sayyid Sistani, il y a 4 principales voies pour établir le début du mois lunaire. La première voie, c'est la plus simple, la plus claire quelque part, c'est d'observer la nouvelle lune par soi-même. Et donc, automatiquement, nous pourrons établir le début du mois. Deuxième voie, la propagation d'une nouvelle affirmant la vue de la nouvelle lune, de sorte que cela provoque la certitude de la vue. Donc, admettons qu'il y ait certaines personnes qui aient vu cette nouvelle lune et cette information se propage dans la société et elle nous parvient. Lorsque cette information qui nous parvient de plusieurs sources, on ressent qu'il y a quand même certitude au niveau de la vue. À ce moment-là, c'est suffisant pour établir le nouveau mois lunaire. Troisième voie, l'écoulement de 30 jours du mois lunaire en cours ou du mois lunaire précédent. Donc, lorsque 30 jours du mois lunaire en cours se passent, s'écoulent, à ce moment-là, le prochain jour est automatiquement le premier jour du nouveau mois lunaire. Enfin, dernière et quatrième et dernière voie, c'est le témoignage de 2 hommes intègres donc qui respectent l'islam et les préceptes islamiques, qui sont éthiques, même si ce témoignage ne provoque pas la certitude de la vue de lune. Donc ici, selon Sayyid Sistani, lorsqu'on a 2 témoignages de 2 hommes intègres, nous devons accepter ces 2 témoignages. Mais, c'est pas sans condition, c'est sous condition. Il y a 3 conditions à respecter pour accepter ce témoignage. Le premier témoignage, ou plutôt la première condition, c'est que les 2 témoignages concordent sur la vue de la lune. Donc, lorsqu'on sépare les 2 personnes et qu'on repère et qu'on demande leur témoignage, il ne faut pas que sur les différents détails, la façon dont ils ont observé la lune ou la position de la lune, il y ait des divergences. Sinon, ce n'est pas possible d'accepter ces 2 témoignages. Deuxième condition, c'est que l'on n'ait pas la certitude qu'ils se trompent. Admettons que nous avons une unanimité de la part des astronomes, des personnes qui sont expérimentées et expertes dans le domaine. Tous approuvent qu'il n'y a aucune possibilité de vue de lune à l'œil nu, mais nous avons, comme par hasard, 2 témoignages qui nous indiquent cette vue. À ce moment-là, puisque nous avons la certitude qu'il n'y avait pas de possibilité de vue de lune à l'œil nu, à ce moment-là, nous ne pouvons accepter ces 2 témoignages. Et enfin, troisième et dernière condition pour accepter le témoignage des 2 hommes intègres, c'est qu'il n'y ait pas d'autres témoignages ou indices contraires ou éléments contraires qui vont donc dans le sens contraire de ces 2 témoignages et de ce qui est prétendu par ces 2 hommes. À ce moment-là, donc, admettons qu'il y ait plusieurs groupes de dizaines ou de centaines de personnes qui partent observer la Lune et uniquement 2 personnes intègres arrivent à observer la Lune, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment ça se fait que 100 personnes étaient présentes, tous observaient la Lune avec ces 2 personnes et nous n'avons que 2 personnes qui sont arrivées à observer la Lune?
c'est qu'il y a ici des indices qui vont dans le sens contraire de ce qui est prétendu par ces deux hommes. Fort possible qu'ils ont un petit peu imaginé la forme du croissant lunaire. Donc, si ces deux questions ou les réponses à ces deux questions sont claires pour vous, on va passer maintenant à s'attarder sur la troisième question qui, elle, nécessite beaucoup d'attention et on va y passer un petit peu de temps. Donc, que signifie l'horizon commun, ishtirak al-ufuq, selon Sayyid Sistani? Déjà, premier point, pourquoi selon Sayyid Sistani? Parce qu'en général, ceux qui se sont inscrits et ceux qui sont présents dans ces webinaires se réfèrent à Sayyid Sistani et ses avis juridiques. Donc, on a choisi, et comme Sayyid Sistani est quand même l'un des, ou même peut-être celui qui est le plus suivi et auquel se réfèrent les chiites du monde, à ce moment-là, on a préféré donc s'étendre sur son avis. Alors, Sayyid Sistani, dans ses différents livres de fiqh, comme le Masail al-Muntakhaba ou le Minhaj al-Salihin, il a un texte assez intéressant qui nous dit que même lorsqu'on ne voit pas la lune, il y a possibilité d'accepter la vue de la lune d'un autre endroit. Donc, je ne vais pas lire les deux textes que j'ai ramenés en arabe. En rouge, il y a les termes tawafuq ufuqihima et le terme mulazama. Pareil pour le second texte du Minhaj al-Salihin. Ici, nous trouvons le terme ishtirakuhuma ishtirakihima fil ufuq et mulaziman. Donc, le terme mulazim, il est répété dans les deux textes. Et nous avons donc ce terme ishtirakul ufuq que j'ai traduit de la façon suivante. Donc, le texte du Minhaj est assez similaire que du texte de Al-Masail al-Muntakhaba et je propose la traduction du premier texte comme suite. La vue de lune dans d'autres endroits que le sien est suffisant, acceptable, pour son propre endroit où elle n'a pas été vue, à condition que les deux endroits aient un horizon commun. Donc, il y a un endroit qui est le mien, je n'ai pas vu la lune. Il y a un autre endroit où la lune a été vue. Cet autre endroit, je peux accepter sa lune à condition que mon endroit et l'autre endroit aient un horizon commun. Ça veut dire quoi, horizon commun? Pour le moment, nous n'avons pas de réponse. C'est-à-dire que la vue dans le premier endroit est indissociable de la vue du second endroit. C'est comme si, en fait, les deux endroits étaient liés au niveau de la vue de la Lune. C'est comme si la vue dans un des deux endroits impliquait et concordait avec la vue du second endroit. Deuxième condition, c'est-à-dire quand est-ce qu'on peut accepter la vue d'un autre endroit lorsqu'on n'a pas vu chez nous, c'est qu'il y avait des entraves comme les nuages, les montagnes, de la pollution, CO2 ou de l'humidité qui nous avaient empêché de voir la Lune chez nous. Donc, il faut bien assimiler ce fait-là, ces deux conditions pour accepter la Lune d'un autre endroit. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est comment déterminer deux endroits qui ont un horizon commun? Puisque le texte, il nous ramène, on va dire, des terminologies, mais il ne nous donne pas la réponse. Et c'est là qu'il faut bien comprendre que lorsqu'on parle d'horizon commun, c'est une traduction. Donc, il ne faut pas confondre ce terme horizon commun avec d'autres terminologies, comme l'horizon tout court. D'accord? Et la question qui nous importe donc, quels sont les critères ou comment on pourrait considérer que deux endroits ou deux pays ou deux régions ou deux lieux ont un horizon commun? Si on prend le planisphère, à ce moment-là, on observe tous les pays, on observe les continents,
comment peut-on savoir si l'Australie a un horizon commun avec l'Afrique ou pas, si l'Asie ou le Moyen-Orient a un horizon commun avec l'Afrique du Nord ou avec l'Europe ou pas, et ainsi de suite. La question est posée, on va donc observer quelques cartes. Là, on a celle du Moyen-Orient. Alors, est-ce que l'Égypte a un horizon commun avec l'Iran ou pas? Le Yémen a-t-il un horizon commun avec l'Afghanistan ou pas? C'est-à-dire que si on a vu la Lune en Afghanistan et qu'on n'a pas vu la Lune au Yémen, quelqu'un du Yémen peut-il accepter la Lune de l'Afghanistan ou pas? Bien entendu, si la personne du Yémen n'a pas vu la Lune parce qu'il y avait des nuages, parce que le temps était nuageux ou couvert. Pareil pour l'Europe. Si une personne a vu la Lune à Paris, alors cette vue de la Lune est-elle valable pour la Belgique, pour l'Italie, pour l'Espagne? Ces pays ont-ils un horizon commun ou pas? Ce qu'on va tenter de répondre dans la prochaine diapo. Les mêmes questions se posaient aussi pour les pays et les îles de l'océan Indien entre Madagascar, la Réunion, Maurice et les pays de l'Afrique de l'Est comme la Tanzanie, le Mozambique et même le Kenya. Lorsqu'on épluche les différentes réponses au istiftahat sur le site de Seyyed Sistani, sur sistani.org, et il y a une série de réponses qui est proposée par le bureau de Najaf. Lorsqu'on analyse ces réponses, il est possible de synthétiser les critères qui établissent le fait que deux régions ont des horizons communs à trois critères. Le premier critère, donc deux régions ont un horizon commun. Premier critère, si elles ne sont pas éloignées en latitude, c'est-à-dire sur l'axe vertical ou sur l'axe nord-sud. On va expliquer sur des cartes. Pour le moment, je cite les trois critères. Deuxième critère, donc deux régions ont un horizon commun. Si l'endroit où la Lune a été vue se situe à l'est de celui où elle n'a pas été vue. Donc, tous ces endroits, automatiquement, vont faire partie de l'horizon commun du pays ou de la région où la Lune a été vue. Enfin, troisième critère, et celui-là, il est un peu complexe, si l'endroit où la Lune a été vue se situe à l'ouest de celui où elle n'a pas été vue, à condition que la durée de visibilité de la Lune dans cet endroit soit plus longue que la différence entre la durée des couchers ou levées du soleil entre les deux pays. Une fois qu'on a cité et lu ces trois critères par lesquels on établit le fait que deux régions ont des horizons communs, allons maintenant étudier ces critères sur des cartes. Alors, premier critère, donc, deux régions ont un horizon commun si elles ne sont pas éloignées en latitude sur l'axe vertical. Donc, si, admettons que la Lune a été vue à Madagascar, la question qui se pose, c'est est-elle valable pour le Yémen, pour l'Arabie saoudite? Réponse, non. Pourquoi? Parce qu'au-delà du fait que ces deux pays sont dans deux hémisphères différents, c'est surtout le fait qu'ils sont éloignés sur la ligne de latitude. Deuxième exemple, la Lune de Madagascar n'est pas non plus valable pour l'Europe, pour l'Espagne et pour la France. Ou la Lune des États-Unis n'est pas valable pour le Brésil ou pour les pays de l'Afrique du Sud, toujours pour la même raison, parce que ces deux pays sont éloignés sur la ligne des latitudes. Par contre, si la Lune est vue aux Pays-Bas, en Hollande, à ce moment-là, elle sera valable pour la Suisse. Pourquoi? Parce la Suisse n'est pas éloignée des Pays-Bas sur la ligne des latitudes. Il y a à peu près 500-600 km en vol d'oiseau. Pareil, elle sera valable pour la France parce qu'il y a toujours à peu près 600 km. Ce n'est pas très éloigné sur la ligne des latitudes. Alors, en espérant que ce critère ait été clair pour vous,
Normalement, il y a une question qui devrait se poser. À vous de me la dire. Quelle est cette question qui vous vient à l'esprit? Exact. Quelle est cette distance qui va établir que deux régions sont éloignées sur la ligne des latitudes ou pas? Quelle est la limite? Est-ce que c'est 1000 km, 1500 km, 2000, 5000? 5000, bon, on sait que c'est trop, mais 1000, 1500, 2000, 800, c'est la question qui est posée pour justement délimiter cette surface qui va nous indiquer que nous sommes éloignés ou pas sur la ligne des latitudes. Et la réponse est, il n'y a pas de réponse exacte et juste. C'est l'expérience qui pourra déterminer, et surtout, c'est qu'en fonction de la position de la Lune, donc il y a changement de mois en mois. Il n'y a pas de limite fixe. Au niveau de l'expérience, donc, puisque je fais partie d'un organisme qui observe la Lune depuis plus de 5 à 6 ans et que j'ai été formé ici à Qom par un spécialiste qui est à la tête d'un organisme qui se trouve sous le bureau d'Ayatollah Sistani et celui de Khamenei et qui s'occupe du istihlal, de la vision de la Lune. Selon cette expérience, on pourrait peut-être dire qu'il ne faut pas dépasser les 1000-1200 km de façon générale. Mais encore une fois, en fonction des différentes situations, cela change, comme on le verra sur cette image. Alors, cette image, ça montre les régions en fonction de la visibilité de la Lune, à l'œil nu ou avec une aide opticale comme des jumelles ou comme des télescopes. Et là, vous allez voir que la surface en vert, c'est la surface où on peut voir la Lune à l'œil nu. Bien entendu, qu'il n'y ait pas de nuages, qu'il n'y ait pas d'entrave, mais s'il y a des conditions normales, alors il y a possibilité de voir la Lune à l'œil nu sans problème. La région en bleu clair, c'est la région où il est possible de voir la Lune à l'œil nu, mais à condition que les conditions météorologiques soient parfaites, que le ciel soit bien clair et bien dégagé. Et là, sur cette courbe, on verra que lorsque nous sommes, par exemple, dans le nord de l'Argentine et qu'on a vu la Lune, à ce moment-là, est-ce que cette Lune est-elle valable pour le sud de l'Argentine ou le sud de la Chili? Pourtant, il n'y a pas énormément de distance, moins de 1000 km. Mais lorsqu'on observe la carte, en fonction de la position de la Lune, on se rend compte que la Lune est positionnée de telle façon que les critères de visibilité entre le nord et le sud de l'Argentine sont différents. Il n'y a pas la même, on va dire, visibilité entre ces deux régions. Et donc, à ce moment-là, il faudra réduire cette distance sur la ligne des latitudes pour accepter le fait que deux pays ont un horizon commun. Deuxième exemple, si la Lune est vue à Dar es Salaam. Dar es Salaam, qui est dans la région bleue, à l'extrémité de la région bleue claire, est-elle valable pour Madagascar alors qu'au niveau de la distance de latitude, il y a à peu près 1000-1200 km? La réponse serait, dans cette situation, non, puisque la visibilité entre ces deux régions est bien différente. Troisième exemple, on va prendre le Venezuela. Si la Lune est observée au Venezuela, est-elle valable pour le Brésil? On voit qu'ils sont dans un espace assez commun, même si la distance ici pourrait être de 1500 ou 2000 km, on pourrait dire que ces deux régions ont un horizon commun. Pourquoi? Parce que la visibilité, selon les critères du positionnement de la Lune, semble être de telle façon que
cette visibilité concorde entre ces deux régions. Donc, on pourrait dire que ces deux régions ont un horizon commun. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le premier critère pour établir le fait que deux régions ont un horizon commun, c'est qu'ils ne soient pas éloignés sur la ligne des latitudes, mais nous n'avons pas de distance exacte, et cette distance exacte, il faut faire attention en fonction des mois et en fonction de la position de la Lune. On va dire, de règle générale, il vaut mieux ne pas dépasser les 1000 km. Deuxième critère, donc, deux régions ont un horizon commun si l'endroit où la Lune a été vue se situe à l'est de celui où elle n'a pas été vue. Admettons que la Lune a été vue à l'île de la Réunion. Cette vue est automatiquement valable pour Madagascar, pour le sud de Madagascar, pour Tuliar, pour Fort-Dauphin et pour le nord de Madagascar. Pourquoi? Parce que ces régions se trouvent à l'ouest de l'île de la Réunion et elles ne sont pas éloignées non plus sur la ligne des latitudes. Si la Lune, deuxième exemple, a été vue à Mayotte ou aux Comores, elle sera valable aussi pour la Tanzanie, pour Dar es Salaam, parce que la Tanzanie se trouve à l'ouest des Comores et automatiquement donc les Comores ou Mayotte se trouvent à l'est. Et ça correspond pleinement aux critères pour établir que ces deux régions est un horizon commun. Troisième critère, donc le deuxième critère est assez simple. Le troisième critère, il est un peu compliqué et il est assez aussi subjectif. Oui, il change d'époque en époque, de mois en mois. Deux régions ont un horizon commun si l'endroit où la Lune a été vue se situe à l'ouest de celui où elle n'a pas été vue. Donc, c'est le contraire, c'est le cas contraire de la condition B. Donc, dans ce cas contraire, on pourra accepter la Lune de cette région à condition que la durée de visibilité de la Lune de cet endroit soit plus longue que la différence entre la durée des couchers ou levées du soleil entre les deux pays. Et là, selon la réponse à un stifta du Maktab de Sistani, on a un exemple concret. Si la Lune a été vue à Bagdad pendant 45 minutes, donc la question, cette Lune est-elle valable pour l'Iran ou pour l'Afghanistan ou pour le Pakistan, donc tous les pays qui se trouvent à l'est de l'Irak? La réponse est, elle est valable pour Téhéran, car la différence entre le coucher de Bagdad et celui de Téhéran est de 30 minutes. Donc, dans ce cas-là, c'est valable. Par contre, la différence de coucher entre Bagdad et l'Afghanistan est sans aucun doute supérieure à 45 minutes. Donc, à ce moment-là, la Lune observée à Bagdad ne sera pas valable pour l'Afghanistan. Et vous voyez que là, dans ce critère-là, il y a une difficulté pour voir et pour déterminer quels sont les pays qui ont un horizon commun avec le nôtre. Donc, la question, elle est claire. Lorsqu'on observe la Lune en France, est-elle valable pour les pays qui se trouvent à l'est de la France, comme l'Autriche, la Turquie, même l'Allemagne, la Hongrie, ou pour l'océan Indien, pour les pays de l'océan Indien, si la Lune est observée à Dar es Salaam, cette Lune est-elle valable pour Madagascar et pour l'île de la Réunion ou pour l'île Maurice? D'accord. La question est posée. Si la Lune est vue à Tuléar, est-elle valable pour l'île de la Réunion? C'est exactement le même cas et la même question. Et la réponse est celle qui a été donnée par Saïd Sistani, c'est-à-dire qu'il faut maintenant calculer le temps de visibilité de la Lune et voir si ce temps de visibilité de la Lune est-elle supérieur à la différence des couchers de soleil entre les deux pays. Et pour cela, donc, il faut faire des calculs. Encore une fois, il faut faire très, très attention et bien voir si, selon les cas,
il n'y a pas de décalage énorme entre la ligne des latitudes. Et dans l'océan Indien, souvent le cas se pose, c'est que la Lune est observée à Dar es Salaam et les pays comme Madagascar et l'île de la Réunion et l'île Maurice se demandent, cette Lune est-elle valable pour nous? Et en novembre 2016, c'est un cas concret, il y a eu divergence entre différents organismes chargés d'observer la Lune. Donc, un organisme a dit que la Lune observée à Dar es Salaam était valable pour Madagascar et pour l'île de la Réunion, et l'autre organisme a dit qu'elle était valable pour Madagascar, mais pas valable pour l'île de la Réunion. Et donc, automatiquement, divergence peut créer des débats. Donc, nous allons nous baser sur l'avis de Syed Sistani et la méthode qui a été proposée par lui. Et pour cela, donc, il faut récupérer toutes les données et les mettre dans un tableau, les comparer et ensuite établir quelles sont ces régions qui se trouvent dans un horizon commun lorsqu'on se trouve dans le critère C. Donc, par exemple, pour Port-Louis, il faut voir à quelle heure se couche le soleil, l'âge de la Lune, l'altitude de la Lune, l'élongation de la Lune. Ces notions, on va les voir. Et ensuite, il faut voir quel est le temps de pause selon le logiciel de la Lune, quelle est la visibilité théorique, si elle est acceptée ou pas, selon l'expérience, selon les experts. Et ensuite, il faut établir, selon l'expérience et selon la vue sur le terrain, pendant quelle durée la Lune sera visible à l'œil nu par l'observateur. Et ça, c'est pas facile à déterminer. Pourquoi? Parce que théoriquement, lorsque la Lune est présente devant nous au coucher du soleil, théoriquement, elle est en face de nous. Mais comme la lumière du soleil est encore très très forte, pratiquement, c'est rare de pouvoir l'observer, surtout lorsque les critères sont très très aigus. Donc à ce moment-là, nous arriverons à observer la Lune 15 minutes, 20 minutes, des fois 30 minutes ou même 40 minutes après le coucher du soleil, parce que la lumière du soleil se sera amoindrie et là, nous pourrons observer la Lune. Donc, effectivement, dans la réalité, on n'aura pas observé la Lune pendant 44 minutes, mais plutôt pendant 30 minutes, parce qu'il a fallu attendre que le soleil se couche et que la lumière du soleil se dissipe dans l'horizon. Et donc, il faut bien faire attention et de mettre un temps de précaution de visibilité pour déterminer la durée effective de la visibilité de la Lune. Une fois qu'on aura déterminé cette donnée, il faut calculer ensuite la différence de temps entre les couchers du soleil des deux pays. Donc, pour cela, il suffit de récolter les données dans les différents logiciels et à ce moment-là, il suffit de faire finalement une soustraction, temps de pause effective moins la durée de temps entre les deux couchers du soleil. Si le temps effectif de visibilité de la Lune est supérieur à cette différence entre les deux couchers du soleil, à ce moment-là, les deux pays auront un horizon commun, sinon ce ne sera pas le cas. Donc, il faut être attentif à ce calcul. C'est un peu technique. Certes, il faut s'habituer, mais voilà, il fallait le dire de façon claire pour pouvoir, on va dire, aller de l'avant et ne pas faire des erreurs sur le terrain. Sachant que la précaution de visibilité change en fonction des critères de la Lune. Donc, des fois, on pourra observer la Lune 3-4 minutes après le coucher du soleil. Ça va être très rapide. Pourquoi? Parce que les critères seront, on va dire, très forts pour pouvoir l'observer. Mais par contre, des fois, il faut aller jusqu'à 20, même 25 minutes après le coucher du soleil pour pouvoir l'observer et la voir à l'œil nu. Donc, la précaution de visibilité est changeante et n'est pas figée. Et il faut faire très, très attention. Et c'est ce qui a créé cette divergence entre les deux organismes.
Le premier organisme qui a déclaré la Lune de Tanzanie valable pour l'île de la Réunion, c'était, à notre avis, à mon avis, ne s'était pas basé sur la précaution de visibilité et n'avait pas bien établi ses calculs selon la méthode de Sayed Sistani. Donc, il faut faire attention, encore une fois, je le répète, et ne pas faire ce type d'erreur pour ne pas induire en erreur au niveau du calendrier lunaire. Avant de passer à la quatrième question, comment observer le hilal sur le terrain, je vous propose de faire une pause. On a fait à peu près 40 minutes de cours et on va continuer donc à répondre à la quatrième et à la cinquième question lors de la seconde partie. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quatrième question. Comment observer le hilal sur le terrain ou comment accomplir le istihlal, c'est-à-dire observer le hilal. Alors, concrètement, lorsqu'on veut aller observer la Lune, il y a 5 étapes à traverser, à passer pour bien observer la Lune sans rentrer dans différents types de questionnements et de soucis. La première étape, c'est de connaître les paramètres de possibilité de vue de Lune à l'œil nu. Ici, on s'est consacré et concentré sur les paramètres de visibilité à l'œil nu parce que Sayed Sistani oblige le fait que la Lune puisse être observée à l'œil nu. Deuxième étape, c'est de repérer la possibilité de vue de Lune dans sa propre région. Donc, c'est d'appliquer ces paramètres concernant son pays, son île, sa région. Troisième étape, repérer les régions qui ont un horizon commun avec la nôtre. Donc, dans le cas où on n'a pas pu observer la Lune chez nous, malgré le fait qu'il y avait une possibilité de vue, donc on n'a pas pu l'observer. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait des entraves, comme des montagnes ou le temps nuageux, ou énormément d'humidité ou de pollution. À ce moment-là, je dois savoir quelles sont les autres régions qui ont un horizon commun afin d'utiliser la vue de Lune dans ces autres régions. Quatrième étape, je pars sur le terrain, je me déplace. Donc, il faut se déplacer à l'endroit idéal pour voir la Lune. Et enfin, cinquième et dernière étape, si on n'a pas pu observer la Lune, donc il suffit de s'informer sur les régions où la Lune avait été visible et qui avaient un horizon commun avec notre région. Donc, on commence par la première étape, connaître les paramètres de possibilité de vue de Lune à l'œil. Et en général, on se limite à l'étude de 3 paramètres. Donc là, on va aborder 3 principaux termes, à nous de les assimiler. Le premier paramètre, c'est l'âge de la Lune. Le second paramètre, c'est l'élongation de la Lune. Et le troisième paramètre, c'est l'altitude de la Lune. Donc, en fonction de ces 3 paramètres et des données qui sont relatives à ces 3 paramètres, on aura soit une possibilité de vue de Lune à l'œil nu, ou soit non. L'âge de la Lune, premier paramètre. Donc, pour comprendre la notion de l'âge de la Lune, quand on parle d'âge, automatiquement, c'est une durée, un moment, une période qui s'est écoulée après un point d'origine. Donc, pareil, pour établir l'âge de la Lune, pour comprendre la notion d'âge de la Lune, il s'agit en fait d'établir une période, un moment, une durée après le passage de la Lune à un point d'origine. Donc, ici, l'âge de la Lune, ce n'est pas les millions d'années. D'accord? Non. Pour comprendre l'âge de la Lune, il faut comprendre 3 idées. La première idée, pour répondre à 3 questions. La première question, c'est quoi la rotation de la Lune autour de la Terre? C'est quoi ou qu'est-ce la naissance de la Lune? Et enfin, quel est l'âge minimal de la Lune afin de pouvoir la voir à l'œil nu? Alors, comme vous le savez,
l'opinion majoritaire, très célèbre, on va dire presque unanime, mais pas unanime, la Terre est sphérique. Il y a des adeptes qui disent que la Terre n'est pas sphérique, mais ils sont minoritaires. Donc, nous, on va se baser sur l'opinion très célèbre et très unanime, la Terre est sphérique et la Terre tourne autour d'elle-même, elle tourne autour du Soleil et non pas le contraire, et la Lune tourne autour de la Terre. La Lune tourne autour de la Terre lorsqu'on ne considère que la Lune et la Terre en 27 jours, 7 heures et 43 minutes. Et lorsqu'on considère la Terre, la Lune et le Soleil, à ce moment-là, la Lune tourne autour de la Terre en 29 jours, 12 heures, 44 minutes. Pourquoi ce décalage? Parce que lorsque pendant 27 jours et que la Lune tournait autour de la Terre a avancé et tourné en même temps autour du Soleil. Donc, pour qu'il y ait un tour complet de la Lune autour de la Terre, il faut rajouter près de 2 jours pour que ce tour complet se réalise. Et nous avons une animation intéressante pour nous montrer cela. Nous avons donc le Soleil au centre, la Terre qui tourne sur elle-même et en même temps elle tourne autour du Soleil et la Lune tourne autour de la Terre. Donc vous voyez ce mouvement. Pour que donc la Lune tourne et fasse un tour complet autour de la Terre, tout en considérant son alignement avec le Soleil, il faut donc 29 jours, 12 heures et 44 minutes. Donc, en ayant assimilé, on va dire, ce mouvement, en ayant compris que la Lune tourne autour de la Terre, on va établir maintenant le point de conjonction. Et le point de conjonction, c'est ce point d'origine à partir duquel nous allons calculer l'âge de la Lune. C'est la naissance de la Lune. Donc, la Lune, elle tourne autour de la Terre, comme vous pouvez le voir sur le schéma. La partie verte, c'est la partie qui est illuminée par le Soleil. Et la partie blanche, c'est celle qui est face à la Terre. Et lorsque finalement la Lune est alignée et se trouve entre le Soleil et la Terre, à ce moment-là, il n'est pas possible d'observer la Lune. Lorsque la Lune franchit cette ligne imaginaire entre la Terre et le Soleil, ça s'appelle la conjonction. Et c'est la naissance de la nouvelle Lune. Donc, la naissance de la Lune, c'est parti pour un nouveau tour. D'accord? Donc, maintenant, nous voulons savoir l'âge minimal de la Lune afin de savoir si on peut la voir à l'œil nu ou pas. Donc, l'âge de la Lune, c'est ce moment qui se sera écoulé après que la Lune aura franchi la conjonction, cet axe imaginaire Terre-Soleil. Donc la question, elle est claire. À partir de quel âge de la Lune on pourra la voir à l'œil nu? Et là, les astronomes, les spécialistes divergent. Nous avons plusieurs avis. Ici, j'ai ramené 3 principaux avis. Donc, le premier avis qui dit que 16 heures sont suffisantes pour l'âge de la Lune, deuxième avis 18 heures et le troisième avis 20 heures. Donc, au niveau de l'expérience, on va dire concrètement, c'est mieux d'avoir 20 heures parce que 16 heures, c'est très, très compliqué et pour le moment, en 5-6 ans d'expérience, on n'a pas réussi à observer la Lune dans les conditions normales et lorsqu'on se déplace pour cette observation. Donc, malgré le fait qu'il y ait des avis divergents, comme dans toutes les sciences, comme dans tous les domaines, ici, l'avis qui sera retenu et privilégié, c'est l'avis numéro 3, c'est-à-dire il vaut mieux que la Lune ait 20 heures ou plus de 20 heures d'âge. Deuxième terminologie à comprendre, deuxième paramètre de possibilité de vue de Lune à l'œil nu,
c'est l'élongation de la Lune. Donc, en termes de définition, l'élongation, c'est la distance angulaire d'un astre au Soleil par rapport à un observateur situé sur la Terre. Donc, on a la Terre, on a le Soleil. Admettons qu'un observateur se trouve au niveau du pôle sud. Donc là, pour bien comprendre l'élongation, on va tracer un axe imaginaire entre l'observateur et le Soleil et un autre axe entre l'observateur et la Lune. Il y aura un angle qui sera formé entre ces deux axes, ces deux lignes droites, et cet angle, on appelle l'élongation. D'accord. Donc maintenant, la question qui est posée, de quel degré doit être l'élongation pour que l'élongation de la Lune, hein, bien entendu, puisqu'ici l'astre qui nous concerne, c'est la Lune. Donc la question est de quel degré doit être l'élongation de la Lune pour que l'observateur puisse observer la Lune à l'œil nu. Et nous avons encore une fois plusieurs avis, plusieurs expériences. Il y a un avis qui dit qu'il faut 12 degrés, un autre qui dit qu'il faut 9 degrés, et nous avons un record qui dit que non, 7,5 degrés d'élongation de la Lune est suffisant pour l'observer à l'œil nu. Au niveau de l'expérience, on se situe plutôt entre les avis 1 et 2, donc plus de 9, même 9,7, 10 degrés serait, on va dire, l'idéal. Et bien entendu, au-delà de 10 degrés, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup plus de possibilités de voir la Lune à l'œil nu. Donc, au niveau de l'élongation, faire attention et ne pas aller vers une élongation vers les 6, 7, 8 degrés. Troisième et dernier terme, c'est l'altitude de la Lune. Donc, l'altitude de la Lune, c'est la distance angulaire entre l'horizon de l'observateur et la position de la Lune. Donc, on a la Terre, le Soleil et la Lune. Nous avons l'observateur. L'horizon de l'observateur, ça va être cette ligne imaginaire qui part de l'œil de l'observateur et qui est complètement, on va dire, perpendiculaire à l'observateur. Une ligne droite qui sort de son œil. C'est comme ça que nous allons fixer l'horizon. Il faut bien faire attention. L'horizon, ce n'est pas cette ligne qui rejoint le ciel et la terre. Ici, au niveau de l'horizon pour l'observation de la Lune, c'est cette ligne imaginaire qui sort de l'œil de l'observateur et qui est perpendiculaire à l'observateur. Donc, nous avons encore une fois deux axes, l'horizon et un axe entre l'observateur et la Lune. Un angle est créé entre ces deux axes, ces deux lignes. C'est ce que nous allons nommer l'altitude de la Lune. Donc, c'est le degré, l'angle qui est formé entre ces deux axes. Et là, la question qui est posée, c'est quelle doit être l'altitude de la Lune? Quelle doit être l'altitude minimale de la Lune pour que l'on puisse observer la Lune à l'œil nu? Plusieurs avis, 4, 5, 6 degrés. Ici, celui qui est retenu au niveau de l'expérience, c'est 6 degrés. Donc, au moment du coucher du soleil, bien entendu, on parle de ces paramètres au moment du coucher du soleil, la Lune doit avoir une altitude de moins 6 degrés. Elle doit avoir une élongation d'au moins 9,5, même 10 degrés, et elle doit avoir un âge supérieur à 20 heures d'âge. À partir de ces critères, de ces paramètres, on peut établir la visibilité ou la possibilité de la vue de la Lune à l'œil nu. Au niveau de l'altitude, donc, lorsqu'on est sur le terrain, vous avez la Lune qui est devant nous. Comme j'ai dit, nous avons l'observateur. Une ligne imaginaire sort de l'œil de l'observateur et qui est perpendiculaire à l'observateur. C'est la ligne de l'horizon. Donc, lorsqu'on est sur le terrain, l'observateur, il doit, au tout départ, bien établir cette ligne imaginaire pour déterminer quel est l'horizon ou l'axe de l'horizon. Ensuite, pour déterminer l'altitude de la Lune, donc c'est cet angle formé entre l'horizon et l'axe qui est formé entre l'observateur et la Lune.
Et comme on a dit, cet angle doit être au minimum de 6 degrés selon le premier avis des experts. Donc, une fois que nous avons connu les paramètres de possibilité de vue de la Lune, l'âge de la Lune, l'élongation de la Lune et l'altitude de la Lune, à nous de repérer la possibilité de vue de Lune dans sa propre région. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Le jour où nous sommes le 29 du mois lunaire, c'est ce jour-là où il faut s'attendre à voir la Lune, puisque si 30 jours sont passés, automatiquement, le lendemain, c'est le premier jour du nouveau mois lunaire. Donc, lorsqu'on est le 29 du mois lunaire, il faut voir les paramètres de la Lune. Et pour voir et connaître les paramètres de la Lune, il faut s'appuyer sur des logiciels. Il y a plusieurs logiciels, il y a plusieurs sites Internet qui peuvent nous fournir ces données. Et là, nous avons cité donc le logiciel Mooncalc et AccurateTane. Lorsqu'on indique les coordonnées de notre endroit, les coordonnées géographiques de notre endroit, de notre pays, de notre ville, à ce moment-là, le logiciel nous donne les paramètres de la Lune. Nous avons un tableau qui est assez fourni. Et dans ce tableau, donc, nous n'allons pas essayer de déchiffrer tous les paramètres, toutes les données, puisque la formation d'une heure et demie n'est pas suffisante pour analyser toutes les données et les comprendre. Mais ce qui nous importe, et c'est largement suffisant, c'est de comprendre les 3 paramètres que je viens de vous citer. Donc, l'âge de la Lune concernant le jour d'aujourd'hui, qui était le 29 du mois de Jumada al-Oula. Aujourd'hui, donc, comme c'était le 29 du mois, il fallait aller observer la Lune. Mais avant d'aller observer la Lune, il faut voir s'il y avait possibilité de vue ou pas. Donc, les paramètres concernent la ville de Saint-Denis, l'île de la Réunion. Au coucher du soleil, aujourd'hui, l'âge de la Lune était de 17h50. Donc, c'est suffisant ou c'est pas suffisant? L'élongation est de 7 degrés, ou un petit peu plus de 7 degrés. Donc, encore une fois, la question est posée. Est-ce que cette élongation est suffisante pour observer la Lune à l'œil nu ou pas? Troisième paramètre, c'est l'altitude qui est de 5,550 degrés à peu près. Donc, lorsqu'on analyse ces données, on voit que ces données sont insuffisantes pour indiquer la visibilité de la Lune à l'œil nu. Et donc, puisqu'il n'y avait pas de possibilité, il n'y a même pas besoin d'aller se déplacer pour voir et aller observer cette Lune. Donc, en général, les données de altitude, l'âge de la Lune, l'élongation, et il y a encore une 4e donnée, c'est la partie éclairée de la Lune. Elle rentre aussi en jeu, mais finalement, en fait, c'est le résultat des 3 premiers critères. Par rapport à ces données-là, les spécialistes projettent sur une carte la possibilité de la vue de la Lune. Donc, nous pouvons trouver ensuite plusieurs critères des astronomes, des spécialistes qui vont projeter les données et nous donner et cartographier là, le monde en nous disant quelles sont les régions où il y a possibilité de vue de Lune à l'œil nu, où il faut des conditions parfaites ou pas, où il est possible de voir la Lune avec des jumelles ou des télescopes, tel que vous pouvez l'observer sur cette carte qui nous est proposée par le site moonsighting.com et dont le critère de projection est celui de Syed Khalid Shaukat. Donc, sur cette carte, nous pouvons voir 4 régions différentes. La région en verte, telle que vous pouvez voir dans la légende, c'est la région où il y a possibilité de voir la Lune à l'œil nu avec des conditions normales. La région en bleu clair, c'est où il y a possibilité de voir la Lune à l'œil nu, mais avec des conditions météorologiques parfaites. La région en gris, c'est où il n'y a pas de possibilité de voir la Lune à l'œil nu, où on pourra la voir en fait avec ou quelque part où il faut absolument passer par des jumelles, par des télescopes, et peut-être qu'il y ait possibilité
de la voir à l'œil nu, mais après avoir bien repéré dans les jumelles. Mais l'expérience nous dit que dans ce cas-là, c'est extrêmement difficile et assez rare de la voir à l'œil nu. Et enfin, la partie en rouge, c'est où il n'est pas possible de voir la Lune à l'œil nu, où il n'est possible que de la voir avec des jumelles, avec une aide opticale. Nous avons aussi donc une autre carte, c'est celle de Yallop, selon le critère de Yallop. Et là aussi, nous avons donc plusieurs régions qui ont été déterminées en fonction des paramètres de visibilité de la Lune. Donc, lorsque vous avez ces cartes, il suffit de lire les légendes. Mais encore une fois, notre expérience nous dit que ces cartes ne sont pas fiables à 100%. Parce que depuis 5 ans, depuis même plus de 5 ans, lorsqu'on va observer la Lune sur le terrain, même avec des conditions parfaites, alors même que la carte nous dit qu'il y a possibilité de voir la Lune à l'œil nu, sur le terrain, lorsque nous partons en nombre même, on ne voit pas la Lune à l'œil nu. Donc, il faut quand même faire attention entre ce qui est proposé par ces données, par ces critères, et ce qui est perceptible par l'expérience et qui est prouvé par l'expérience. Troisième étape. Une fois qu'on a connu les paramètres de possibilité de vue de la Lune à l'œil nu, une fois qu'on a repéré ces paramètres chez nous, on va repérer les régions qui ont un horizon commun avec la nôtre. Et pour cela, puisqu'on s'était quand même assez étendu sur cette question lors de la troisième question, il suffit donc de calculer les distances, de voir quelles sont les régions qui ne sont pas éloignées avec les nôtres sur la ligne de latitude, de voir quelles sont les régions qui se trouvent à l'est de notre région et surtout, dans les cas critiques, de repérer les régions qui se trouvent à l'ouest de nos régions, d'établir en fonction des calculs de visibilité effective de la Lune et de voir la différence des couchers de soleil entre les deux régions, de faire la soustraction. Et grâce à ce type de calcul que j'avais expliqué en réponse à la troisième question, nous pouvons donc établir ces régions, ces pays, ces villes qui ont un horizon commun avec les nôtres. Et grâce à ces données, donc, nous pourrons nous référer à eux en cas on va dire de manquement de la vue de la Lune chez nous. Quatrième étape, il faut se déplacer sur le terrain. Et pour cela, il faut choisir le lieu où le coucher du soleil est visible. Tout d'abord, il faut qu'il n'y ait pas de nuages dans ce lieu, que je puisse voir au moins le soleil. Que ce lieu soit surélevé, c'est meilleur, dégagé, non pollué par la lumière, par le CO2, par l'humidité. Donc, à vous de choisir cet endroit. Ensuite, il faut repérer dans le ciel la position de la Lune grâce aux données observées sur les logiciels ou grâce à des applications téléphone. De nos jours, on trouve des applications téléphone qui nous repèrent les différents astres dans le ciel et donc on peut repérer la position de la Lune en fonction de la position du Soleil. Donc, lorsqu'on se déplace vers l'endroit d'observation, il faut bien entendu arriver quelques minutes avant le coucher du Soleil pour repérer le point où le Soleil se couchera. Ensuite, à moins d'établir si la Lune se trouve à droite ou à gauche du coucher du Soleil ou du point du coucher du Soleil. Et pour cela, il y a une petite astuce, c'est de comprendre la notion d'azimut. Dans les logiciels comme le logiciel Mooncalc ou les différentes applications, nous avons la position du Soleil ou de la Lune qui nous est indiquée par l'azimut. On nous dit que le Soleil est à l'azimut 280, la Lune est au niveau de l'azimut, par exemple, 270. Comment se repère l'azimut? C'est simple. Lorsque l'observateur se place, à lui de repérer le nord. Le nord, c'est 0 degré. Il fait un quart de tour vers sa droite, donc ce sera à l'est. Ça va être 90 degrés d'azimut.
Lorsqu'il se tourne complètement vers le sud, à ce moment-là, c'est 180 degrés d'azimut. Lorsqu'il se met en face de l'ouest, c'est 270 degrés d'azimut et jusqu'à finir le tour complet à 360 degrés ou 0 degré puisqu'il retombe sur le 0 degré nord. Et en fonction donc de la position de l'azimut, à lui de se tourner en face du soleil et il suffit pour lui de savoir quel est l'azimut de la Lune. Donc, si l'azimut de la Lune est supérieur à l'azimut du soleil, à ce moment-là, la Lune se trouvera où? À sa droite ou à la droite du soleil. Et si l'azimut de la Lune est inférieur à l'azimut du soleil, à ce moment-là, la Lune se trouvera un petit peu à gauche du point du coucher du soleil. Ensuite, une fois qu'il aura établi la direction vers laquelle il devra observer la Lune, puisqu'il ne faut pas qu'il tourne vers tout le ciel, bien entendu, sinon il va se perdre. Et donc, l'azimut va lui permettre de restreindre ce champ d'observation. Une fois qu'il aura déterminé l'azimut de la Lune, à lui d'établir l'altitude de la Lune au moment du coucher du soleil, puisque il ne faut pas qu'il aille chercher la Lune au-dessus de sa tête. C'est rare, d'ailleurs c'est impossible que la Lune se trouve complètement au-dessus de sa tête. En général, c'est vers le devant, vers l'horizon, et ça diverge entre 20-30 degrés maximum. Donc l'altitude concrètement sur le terrain, comment ça se détermine? C'est simple. Au départ, donc, je détermine, c'est comme s'il y avait une ligne d'horizon qui sortait de mon œil, qui est perpendiculaire à ma position. Cette ligne d'horizon, ça va marquer l'altitude 0. D'accord? Et pour établir l'altitude de 10, 15, 20 degrés, je devrais tendre ma main et en fonction de la donnée indiquée par le logiciel, admettons que le logiciel nous dise que la Lune se trouve à 10 degrés au-dessus de l'horizon. À ce moment-là, il y a une technique qui n'est pas exacte au niveau géométrique, mais qui nous donne une bonne impression, qui arrive à nous détecter quelque part l'altitude de la Lune à peu près, c'est d'utiliser ses doigts. Donc, tel que vous le voyez, quand vous mettez 4 doigts et vous tendez votre main de telle façon, vous mettez le petit doigt au-dessus de la ligne d'horizon et donc le quatrième doigt va marquer 10 degrés d'altitude. D'accord? Si vous voulez 15 degrés, vous allez établir 15 degrés comme ça. Si vous voulez 20 degrés, vous allez établir la distance entre le petit doigt, l'auriculaire et le pouce. Et en tendant donc le bras vers l'horizon, vous pourrez déterminer cette altitude. Ce sont des astuces sur le terrain qui vont vous permettre de localiser l'endroit où la Lune pourra être vue. Et ça vous facilitera énormément la tâche. Donc, il est très très recommandé de se munir d'une paire de jumelles ou de télescopes ou d'un télescope pour repérer plus facilement la Lune. Et ensuite, il faut attendre que la lumière du soleil se dissipe un petit peu, que le ciel s'assombrisse, et à ce moment-là, s'il y a possibilité de vue de lune, donc à l'œil nu, vous pourrez observer cette lune telle que vous pouvez le voir sur ces images. C'est mieux d'être à plusieurs pour ne pas tomber dans l'erreur de l'illusion ou de l'imagination de la vue de la lune, parce que lorsque vous observez le ciel durant 10, 15, 20, 30 minutes d'affilée, vous commencez à voir des croissants lunaires un petit peu partout dans le ciel. Donc, il faut laisser reposer les yeux. Il vaut mieux être à plusieurs pour être sûr de ne pas rentrer dans l'illusion, surtout pour celui qui n'est pas expérimenté. Enfin, cinquième et dernière étape, dans le cas où on n'a pas pu voir la Lune chez nous à cause des entraves, il faut s'informer des régions dans lesquelles la Lune a été vue ou est visible afin de savoir si on pourra appliquer la règle de l'horizon commun de Seyed-Sistani ou pas. Il y a un petit appendice, un petit annexe au niveau de cette question
est-ce que l'on peut se fier à l'avis de l'astronome et de l'expert pour prouver la possibilité de la vue de lune à l'œil nu? Admettons qu'on se dise que oui, aujourd'hui la science est tellement avancée, les données sont sûres, nous avons la certitude que lorsque les astronomes nous érigent, nous établissent cette carte de visibilité de la Lune à l'œil nu ou pas, mais nous pouvons nous fier à ces données, à ces cartes, et donc je vais établir le début du mois lunaire en fonction des données des astronomes. La réponse qui nous est donnée par le bureau de Sayed Sistani, elle est comme suite. Non, on ne peut pas se fier à l'avis de l'astronome. Pourquoi? Parce que la possibilité de vue de lune est basée sur des critères expérimentaux qui en général ne provoquent pas la certitude. Comment ça? Parce qu'il y a beaucoup de divergences, comme on vient de dire, dans ces expériences. Par contre, si la personne est convaincue et acquiert la certitude, alors il peut se fier à l'avis de l'expert. Donc, en général, pour acquérir de la certitude en fonction des données des experts, des astronomes, il suffit d'avoir de l'expérience. Si pendant 2, 3, 4, 5, une dizaine d'années, vous suivez et vous allez faire l'observation, automatiquement, vous aurez on va dire, un regard assez clair sur ces données et vous pourrez avoir une certitude ou pas en fonction de la position et des critères de la Lune et sur sa visibilité ou pas à l'œil nu. Déjà, au niveau de la comparaison, lorsqu'on compare les différentes cartes proposées par les spécialistes, telles que vous pouvez le voir sur cette image, les spécialistes entre eux, ils divergent. Donc, s'ils divergent, moi qui ne suis pas expérimenté, comment pourrais-je avoir certitude sur les données des astronomes? Sur quel astronome je vais me baser pour avoir cette certitude? Donc, soit je me fie après avoir établi qu'un expert parmi les autres se détache et qu'il est très sérieux et que ses résultats sont très très objectifs et nous provoquent la certitude, alors tant mieux. Ou sinon, il faut essayer d'avoir de l'expérience et de voir entre les différentes données, entre les différents astronomes, comment établir, on va dire, un espace commun qui nous donnera la certitude. Passons maintenant à la dernière question. En quoi les savants divergent-ils dans l'acceptation du hilal? Parce que c'est une des raisons qui nous provoque la divergence pour définir le jour de la Eid, le jour pour débuter le mois du Ramadan et de façon générale pour déterminer le premier jour du calendrier lunaire, du mois lunaire. Principalement, ici je vous ai synthétisé et résumé les divergences en 2 points. Le premier point, donc, c'est la vue de la Lune à l'œil nu pour certains savants. Et d'autres disent qu'elle est aussi acceptée par les jumelles et le télescope. Donc, parmi les savants très connus, ici nous avons 4 opinions. Celui de Sheikh Mokarrem Shirazi, celui de Sayed Sistani et celui de Sayed Khomeini, qui nous disent qu'il faut absolument que la Lune soit vue à l'œil nu et que la Lune observée au télescope n'est pas suffisante, ne peut être acceptée pour établir le début du mois lunaire. Par contre, le guide de la révolution iranienne, Sayed Khamenei, le guide actuel, lui, il est d'avis que l'observation par les jumelles, par les télescopes et par l'aide opticale est suffisante. Donc, cette divergence va créer une divergence au niveau de la pratique et un décalage dans la désignation du premier jour du mois lunaire. Deuxième question dans laquelle divergent les savants, c'est l'acceptation de la vue de la Lune d'une région ayant un horizon commun avec sa région, ou bien d'une région qui a une partie de la nuit commune avec la sienne. Comme nous l'avons expliqué en réponse de la 3e question, Sayed Sistani, lui, il est pour l'avis de l'horizon commun. C'est-à-dire que lorsqu'on ne voit pas la Lune chez nous, on peut accepter la Lune d'un autre endroit, d'une autre région, à condition que ces régions ont un horizon commun. Par contre, d'autres savants, ils sont d'avis que nous pouvons accepter la Lune d'une région qui a une partie de la nuit commune avec la nôtre. Donc,
là, dans cette diapo, on voit que Cheikh Makarim Shirazi, Sayyid Sistani et Sayyid Khamenei sont d'avis que lorsqu'on ne voit pas la Lune chez nous, on peut accepter la Lune d'un autre endroit à condition que ces deux endroits aient un horizon commun. Alors que Cheikh Wahid Khorasani et Sayyid Al-Khoui, ils sont d'avis que, en fait, ils sont plus larges. Eux, ils disent que nous pouvons accepter la Lune d'une région qui a une partie de la nuit commune avec la nôtre. Et je vais vous l'expliquer avec un schéma, ça va être plus clair. Donc, ici, nous avons le planisphère du monde avec la partie en sombre qui indique la nuit. La partie en clair, c'est la journée. Donc, c'est le jour d'aujourd'hui, c'est 22h UTC. Donc, c'est une supposition, c'est un calcul. Et en fonction de ces calculs, de cette prévision, nous avons la partie en sombre qui indique la nuit et qui, finalement, grâce à cela, va nous permettre d'établir les régions qui ont une partie de la nuit commune. Donc, si la Lune est vue au sud-ouest de l'Afrique, près de l'Afrique du Sud, elle sera valable pour toutes les régions qui sont dans cette, on va dire, dans cette surface. Elle sera même valable pour la Sibérie, pour une partie de la Chine. Pourquoi? Parce que toutes ces régions ont la nuit qui est commune avec l'Afrique du Sud ou le sud-ouest de l'Afrique. Donc, on voit que l'opinion de Sayyid Khoury pour l'acceptation de la vue de lune d'une autre région est beaucoup plus large et automatiquement, cette divergence va créer un décalage sur le terrain entre ceux qui suivent ce madhja et ceux qui suivent d'autres madhja, d'autres experts. On va finir par la synthèse. Donc, on a tenté de répondre à 5 questions durant cette présentation. La première question, pourquoi observer le hilal, la nouvelle lune? Donc, c'est pour établir le début du mois de Ramadan, le Eid et les autres jours où il est interdit de jeûner, pour le Hajj et pour la Diya, le prix du sang qui est majoré durant les 4 jours où il est interdit de faire la guerre. Deuxième question, comment peut-on établir le début du mois lunaire selon Sayyid Sistani? Il y a 4 voies, la vue de la nouvelle lune par soi-même, la propagation d'une nouvelle affirmant la vue de la lune de sorte que cela provoque la certitude de la vue, l'écoulement de 30 jours du mois lunaire en cours, le témoignage de 2 hommes intègres. Bien entendu, il y a 3 conditions pour l'acceptation du témoignage des 2 hommes intègres. Troisième question, que signifie l'horizon commun selon Sayyid Sistani? Il y a 3 principaux critères pour établir cet horizon commun entre 2 régions. Premier critère, si qu'elles ne soient pas éloignées dans la latitude, que l'endroit où la Lune a été vue, si elle se situe à l'est, de celui où elle n'a pas été vue. Donc, on accepte directement cette Lune, cette vue. Et enfin, si l'endroit où la Lune a été vue se situe à l'ouest de celui où elle n'a pas été vue, à condition que la durée de visibilité de la Lune de cet endroit soit plus longue que la différence entre la durée des couchers ou levées du soleil entre les 2 pays. Quatrième question, comment observer la Lune ou le hilal sur le terrain? Il faut passer par 5 étapes. Première étape, connaître les paramètres de possibilité de vue de Lune à l'œil nu, qui se résument en 3 paramètres, l'âge de la Lune, l'élongation de la Lune et l'altitude de la Lune. Deuxième étape, repérer la possibilité de vue de Lune dans sa propre région. Troisième étape, repérer les régions qui ont un horizon commun avec la nôtre grâce au calcul et ne pas oublier le temps de visibilité effectif de la Lune, réel de la Lune, et ne pas se baser uniquement sur les calculs et la théorie. Quatrième étape, se déplacer à l'endroit idéal pour voir la Lune. Cinquième étape, s'informer des régions dans lesquelles la Lune est visible. Enfin, dernière question, en quoi les savants divergent-ils dans l'acceptation du hilal? Il y a 2 principaux points de divergence. Premier point, soit on accepte la vue avec les jumelles au-delà de la vue à l'œil nu, ou soit on se restreint à la vue de la Lune à l'œil nu. Deuxième point de divergence, c'est l'acceptation de la vue de la Lune d'une région ayant un horizon commun avec sa propre région, ou bien on élargit ce champ et on accepte toutes les régions qui ont une partie
de la nuit commune ou une partie commune de la nuit avec la nôtre, avec sa propre région. Et avec cette dernière phrase, je termine donc cette présentation. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.